Salut les runners, c'est Nico et Tristan. Bienvenue dans le podcast de Campus Coach, la plateforme qui programme et individualise ton entraînement. Retrouve-nous chaque mois pour partager et échanger autour de la course à pied. Conseils, débats, retours d'expérience, c'est parti. Et bonjour à tous, nous sommes live. Salut tout le monde, et bien écoutez, bienvenue pour ce Campus Talk numéro 34. Je suis Tristan, vous commencez à me connaître maintenant, 34 itérations de ce Campus Talk. On s'est vu 2-3 fois. Je suis donc, comme je vous disais, Tristan, le coach de votre plateforme favorite d'entraînement course à pied Campus. Et je suis accompagné de celui qui revient de loin, celui qui s'est battu contre son propre corps, celui qui revient des enfers. Salut Nico, Running Addict, comment tu vas ? Salut Tristan, salut tout le monde. J'ai retrouvé le sourire. Ça recourt, c'est pas gagné, mais ça recourt et c'est déjà pas mal. Oh là là, on t'a vu au plus bas après le marathon du Mont Blanc, une douleur au genou qui voulait pas partir, une douleur en plus que tu ne pouvais pas maîtriser puisque tu es juste tombé. On peut pas y faire grand chose. C'est les pires ça parce qu'on peut pas agir activement sur les causes, on va dire. Le pire, c'est que quand je parlais de douleur au genou, j'ai eu tout un tas de messages de soit des gens qui se sont pas intéressés à ce que j'ai fait avant et qui savaient pas pourquoi, soit qui ont juste interprété à toutes les douleurs sont les mêmes et du coup c'est la même cause, mais qui m'ont apporté des réponses qui malheureusement sur ce cas-là ne m'aidaient absolument pas. Mais c'est toujours gentil, mais quand c'est à côté, c'est au bout d'un moment, quand on l'a pris 30 fois, c'est déjà assez frustrant à dire, juste pour nous. Donc, J'aimerais pouvoir faire 2-3 exos et que ça aille mieux dans une semaine, ça va pas être possible. Bon, quoi qu'il arrive, là, je pense que ceux qui te suivent un peu sur Strava, ils voient que coach Nico, il a repris du poil de la bête et il est retourné dans la bonne direction. Parce que là, en ce moment, ça commence à rebourlinguer à bon niveau, on va dire. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai toujours un petit peu le même niveau de douleur, assez faible mais présent. Mais dans le même temps, j'augmente la charge progressivement. Donc, on pourrait dire que si j'avais pas augmenté l'entraînement, la douleur aurait diminué. En tout cas, c'est une corrélation qu'on peut estimer. Et dans tous les cas, tant que la douleur reste à un niveau bas, aujourd'hui, on sait que c'est quand même, on est sur la bonne voie. Parfait. De toute façon, c'est ça un peu la vie des coureurs. On pense que c'est une ligne droite et qu'il suffit juste d'être assidu, etc. et que tout se passe bien. Mais il y a toujours des petits obstacles et c'est justement comment est-ce qu'on fait pour surmonter ces obstacles qui va définir un petit peu qui nous sommes. Parce que, c'est ce que je dis, quand on fait face à un obstacle, il y a ceux qui abandonnent et il y a ceux qui continuent. Après bientôt 20 ans de course à pied, Nico, t'en as surmonté quelques-uns des obstacles. Juste en disant ça, tu comprends que mon profil, c'est pas d'abandonner en cours de route. Exactement. Bon, en tout cas, ce qui nous réunit ce soir, eh bien, c'est un sujet un peu générique puisque nous sommes le 30 août. Septembre arrive à grands pas dans 2 jours. Et justement, ça va être la reprise de pas mal de coureurs. Je crois qu'on a une petite statistique, je ne sais pas si tu peux nous la partager. Oui, on a posé la question dans le chat. Elodie a posé la question où en êtes-vous dans votre saison ? Et du coup, les 2 réponses étaient est-ce que vous redémarrez votre saison à la rentrée ou est-ce que vous êtes déjà dans une prépa pour une course d'automne ? Bon, la stat est assez forte en faveur de j'ai une course cet automne avec 77% sur 160 votes. Donc, on va prendre en compte ça dans le live, même si évidemment on va traiter les points comme on les avait prévus pour les 23% qui redémarrent leur saison. Mais on va essayer de répondre à tout le monde en même temps parce que de toute manière, il y a des conseils qui vont fonctionner dans les 2 cas. Ouais, alors ça veut dire que le live qui a été fait, alors il n'a pas été fait en direct puisqu'on l'avait tourné au G, dont le sujet était comment faire pour s'entraîner à travers les vacances d'été. Ça veut dire que ce Campus Talk aura été beaucoup plus utile que en termes de proportion que celui qu'on va faire. Quoique, le thème aujourd'hui, nos conseils pour faire un bon début de saison, pour bien débuter la saison. Vous allez voir, en réalité, c'est des thèmes un peu plus génériques qu'on va étendre à différentes circonstances, mais on va s'appuyer de ce point de départ, de ce contexte de départ, pour pouvoir pouvoir dérouler comme d'habitude, parler un peu de nos expériences, raconter un petit peu nos vies et surtout essayer de faire en sorte de vous donner des conseils utiles que vous puissiez appliquer. Est-ce que niveau enjeu, j'ai fait le tour ? Ouais, voilà, c'est un peu juste ça. On va prendre la bonne direction et puis surtout prendre de l'avance parce que des petits
des petits problèmes qu'on pourrait avoir en début de saison ou en cours de saison après un objectif principal auquel on ne fait pas attention, ça peut nous pourrir la vie un peu plus tard. J'en suis le bon exemple. Je prends un peu de l'avance. Mais tu vois, typiquement, moi, depuis le début de l'année, petite douleur au tendon d'Achille qui traîne. Tu sais, un petit 6 sur 10 en début, tu fais ce qu'il faut, le renfort, etc. Ça diminue à 1 ou 2 sur 10 et t'es en mode c'est pas 0 sur 10, mais c'est pas gravissime. Tu fais ta prépa, tu commences à refaire des belles séances. Je commence à retrouver un bon niveau de forme. J'ai accompagné un ami sur une compétition, pas grand chose, 17 km, 1000 mètres de dénivelé positif. Pour m'y préparer, je me suis dit, bon, de toute façon, ça va être couru tranquille. Si je fais 17 km en sortie longue, ça sera largement suffisant. Eh bien, je dirais juste que heureusement que c'est pas moi qui fais les plans trail sur campus. J'ai appris que 17 km et 17 km avec 1000 mètres de D+, c'était pas la même chose. Comme on dit souvent, c'est pas parce qu'on donne des conseils qu'on n'en a pas besoin nous aussi et qu'on fait pas des erreurs. On continue d'en faire, continue d'apprendre. Et les petits détails comme ça, c'est aussi les rappels pour se rappeler pourquoi on fait les choses. Moi, je le prends aussi pour moi, ce que tu dis, parce que là, le kilométrage réaugmente, 75 km semaine. Devinez un petit peu qui c'est qui vient me retitiller. Très, très, très gentiment pour l'instant, il n'y a rien de méchant. On a le choix, on a plusieurs prétendants au titre. Est-ce que c'est la voûte plantaire ou est-ce que c'est le bas du dos? Dis-moi, Nico. Oui, la voûte plantaire, c'est gagné. C'est bravo. Yes. C'est un classique, de toute manière. On a tous notre petit, j'allais dire nos tendons d'Achille, oui. On a nos petits talons d'Achille pour le coup. C'est bien placé. Et dès qu'on commence à réaugmenter, on sait ce qui va revenir en premier. On sait ce qui est notre petit point faible. Et puis, il faut juste y faire attention. Et écouter ses sensations. Ouais, exactement. Donc là, moi, typiquement, redescendu le volume, on va prendre un petit peu le temps. Et cette fois-ci, on va prendre le temps que ça redescende à 0 sur 10 et pas à 2, 3 et s'en contenter. Voilà, on va faire les choses bien. Et puis, comme il n'y a pas de gros objectifs, normalement, ça devrait aller. C'est souvent ce que je dis, c'est ma prochaine objectif, 10 km au Running Lyon, où on sera avec Campus. J'en profite pour le dire. On sera au Reims, Champagne, Run une semaine avant, mais là je n'y participe pas. Juste on ira donner de la force sur le comment on peut appeler ça, sur l'événement, sur le là où il y a les stands quoi, sur l'expo. Ouais, le salon. C'est ça exactement, c'est ce que je cherchais. Et la semaine d'après au Run Line Lyon, où là pour le coup on va courir, on va galoper. Il nous reste un petit peu de temps d'ici là. Mais bon, voilà, si c'est pas celui-là, ça sera un autre. De toute façon, il y en a toujours un autre. Il y a toujours un autre, Nico. Bon, je pense que là, on a laissé un peu le temps aux gens d'arriver. On voit que c'est la rentrée, là. On voit que les gens rentrent de vacances. Ils ont pris la route du retour il y a quelques jours. Ça fait plaisir. Et on va pouvoir commencer ce sujet. Comment faire pour bien débuter la saison? On a 6 points, il me semble, de tête, quelque chose comme ça. Donc, normalement, ça devrait passer. Tous les points... Vous allez voir, la majorité, on les a déjà traités sur des Campus Talk dédiés. Aussi surprenant que ça puisse paraître, et j'ai été le premier surpris, le thème « Bien débuter la saison » n'a jamais été traité. On a traité plein de petits sujets à droite à gauche dont on va rediscuter un petit peu aujourd'hui et qu'on va amalgamer pour justement réunir un peu tout ça. Mais voilà, sur pas mal de certains points, vous pouvez voir des Campus Talk d'une heure dédiés au point uniquement. Là, on va juste tout référencer pour vous rappeler un petit peu les bonnes conduites à faire. Et si ça vous intéresse un peu plus dans les détails, on vous renverra sur les Campus Talk précisément. Voilà. Et puis avec un peu de chance, on aura même quelques petites minutes à la fin du live pour pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions et répondre à vos problématiques. Je profite tout de suite pour répondre à Kipchoge Eco Plus. J'adore ton pseudo, qui nous parle du maillot pour les licenciés campus. Là, on a une question très précise. Donc, les licenciés campus, tout le monde ne sait pas ce que c'est. On est en train de créer le club campus qui permettra d'avoir sa licence et tout un tas d'autres avantages, dont un beau maillot qu'on ne vous a pas encore dévoilé, en effet. Et tout ça, on va vous en parler bientôt dans un webinaire qui sera dédié, qui sera donc sur la communauté campus, pas sur YouTube, sur community.campus.coach. Vous aurez toutes les infos là-bas et on pourra vous en dire un petit peu plus. Tout est prêt, on n'a plus qu'à vous en parler. De toute façon, comme c'est réservé aux membres premium annuels, c'est vrai qu'on ne va pas vous embêter ici. Ici, on est dans le partage. C'est ça. Et on est dans l'ouverture. Et puis, puisque tu as pris un commentaire, je prends celui de Dany qui profite de ce live pour nous remercier. Et écoute, c'est nous qui nous remercions parce que si vous n'étiez pas là, on prêcherait dans le désert.
On va commencer avec le premier point, ça fait déjà 12 minutes, et comme à notre habitude, on n'a pas commencé. Euh, c'est un point dont je parle régulièrement, mais qui est vraiment important, et des retours que j'ai de coureurs, c'est peut-être en fait euh, l'une des choses qui a le plus changé leur vision sur comment bien Mm. débuter un objectif, comment bien débuter leur saison, c'est connaître ses ressources. Quand je dis connaître ses ressources, ça peut être évidemment des ressources en énergie, des ressources en temps, toutes ces choses-là qui va dire, OK, qu'est-ce que je suis prêt à fournir à la course à pied? Évidemment, ça va pouvoir changer au cours de l'année. Pendant 12 mois, on va pas tenir la même chose et pendant plusieurs saisons non plus. Mais c'est une bonne chose de partir sur, OK, qu'est-ce que je suis prêt à investir en fonction de mon objectif, évidemment. Mais c'est là justement le petit trick, c'est que pour moi, il faut commencer à partir des ressources et en fonction des ressources, on va pouvoir dérouler un petit peu la suite. Euh, L'idée, c'est que en général, imaginez, vous ayez un gros objectif, vous avez envie de plus vous entraîner, vous avez envie d'augmenter le nombre de séances que vous voulez faire par semaine, etc. Bah, réussir à définir ça en avance, ça permet soit de s'organiser un petit peu en amont, de dire, OK, est-ce que niveau famille, est-ce que niveau professionnel, ça peut passer? Comment est-ce que je peux m'organiser pour essayer que ça se passe bien? Mais surtout, bah, ça permet de dire, OK, c'est le début de saison, on va recommencer doucement et petit à petit, je vais tendre vers mes ressources. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi important, avec lequel il faut commencer. Là, on est en septembre, pour tous ceux qui reprennent, définissez vos ressources. Et ceux qui ont une course à l'automne, et bah, dès que vous avez fini vos courses, ok, je coupe peut-être, là, pendant la période de décembre-janvier, je laisse passer les fêtes. Ensuite, premier truc, ok, mes ressources, où est-ce que j'en ai? Est-ce que toi, Nico, il y a déjà eu des moments dans ta carrière sportive, on va dire, où tu aurais mal défini ses ressources et ça s'est un peu mal passé par la suite? Alors, je pourrais te dire non, mais le fait est que c'est public, donc ça serait totalement me mentir à moi-même. À l'époque où j'ai voulu me lancer dans l'Ironman, j'ai voulu y mettre mon 100%, sauf que les ressources que j'avais en 2019 quand j'ai fait la qualif pour les Worlds à Nice et une très très belle saison, j'ai voulu mettre au moins la même chose l'année d'après, sauf que entre temps, il y a un bébé qui est né, bébé campus, qui a commencé à prendre un peu plus de temps, un peu plus d'énergie, et cumuler ça avec ce que j'avais comme objectif, on va dire niveau Ironman, moi ça n'a pas fonctionné. Et il y a tout qu'à casser un petit peu en même temps. Je pense que pour le coup, j'ai eu le surentraînement burn-out physique en premier, que j'ai réussi un petit peu à surmonter, qui s'est transformé après en burn-out plutôt mental parce que essayer de faire des ajustements qui n'étaient pas suffisants. Donc c'est clairement un manque de cohérence dans la définition de mes ressources au début. Peut-être que j'avais mis un plan qui nécessitait 120%, Oh, qui peut fonctionner sur le court terme, mais à un moment, on le paye quand on fait ça. ok. On t'a perdu une fraction de seconde, Nico, mais c'est bon, on a récupéré la fin de la phrase, heureusement. Oscar, on est là pour une petite heure entre nous, tranquillement. C'est vachement important ce que tu dis parce que, à la fois, c'est important pour moi de le définir en début de saison, mais c'est important aussi de le définir au cours de la saison. Là, typiquement, ceux qui vont avoir des courses en octobre, le mois de septembre, c'est très souvent un mois où, au niveau professionnel, il peut y avoir des changements, que ce soit un nouveau poste, une nouvelle mission, des nouvelles responsabilités. Et certes, vous avez peut-être le marathon d'Amsterdam en octobre et vous avez l'habitude de vous entraîner 4 fois dans la semaine. Mais si vous avez, je sais pas, quelque chose de vraiment très stressant qui arrive au travail, c'est là où c'est important de connaître ses ressources pour définir ses priorités, ou plutôt définir ses priorités pour pouvoir adapter ses ressources, parce que peut-être que ces 4 séances ou ces 5 séances ou qu'importe, vous allez plus être capable de les faire, ou alors pas avec autant de volume ou pas de la même manière. Et c'est vachement important de recalibrer ça comme il faut. Et j'aime bien juste rappeler que la notion de priorité est pas toujours en adéquation avec la fréquence et le volume. C'est-à-dire que on peut par exemple courir 3 fois dans la semaine et dire la course à pied est prioritaire. La seule différence, c'est que ces 3 séances dans la semaine, elles vont être faites quoi qu'il arrive.
il peut pas y avoir un truc qui surgit professionnel, personnel et qui nous empêche de faire ces séances-là parce que ces séances deviennent prioritaires alors qu'on peut très bien avoir un emploi du temps beaucoup moins chargé, s'entraîner 5 fois dans la semaine, admettons 6 fois dans la semaine et pourtant que ce soit pas prioritaire où on est plus enclin à adapter, à raccourcir, à enlever de l'intensité en fonction des aléas. Donc ça c'est vraiment important de définir ses priorités et de réadapter au fur et à mesure parce que campus au début ça allait comme tu dis, et puis ça a posé problème 2, 3, 4 mois plus tard, quand ça a commencé à grossir et que tout a commencé à être trop pour toi. C'est ça. Et je pense que c'est ça le principal piège, en fait. C'est que des fois, on veut se mettre un plan où on se dit, ah, c'est ambitieux, mais ça devrait passer. Et on se fait conforter par le début, en fait, où on se dit, ah, bah, tu vois, ça passe, c'est un peu dur, ça tire la langue, mais en fait, ça passe. Et quand on commence à se dire qu'on tire la langue dès le début du plan, surtout sur campus où on fait tout pour que ça soit vraiment progressif et que ça accompagne le développement de la forme, si dès le début du plan, vous vous dites que c'est compliqué, bon, il y a des chances qu'à la fin, ça soit très compliqué, voire que ça passe pas. Ça va sur le point suivant, puisque là on a parlé de ressources, on a parlé de priorités. Pour moi, le point suivant en début de saison, c'est de connaître son état d'esprit, l'état d'esprit qu'on veut avoir vis-à-vis de ses objectifs sur l'année. Parce que en fonction des ressources qu'on a à disposition, en fonction des priorités qu'on a définies, l'état d'esprit, il peut pas forcément être toujours le même. Et c'est toujours bien d'être droit dans ses bottes. Et c'est toujours bien. En fait, on est toujours beaucoup plus à l'aise avec des ressources bien définies, des priorités bien définies et un état d'esprit en adéquation avec les priorités et les ressources. Pour moi, il n'y a rien de pire que des gens qui disent « Oh, qu'est-ce que j'aimerais courir plus ?»« Oh, qu'est-ce que j'aimerais être plus performant ?» Ou à l'inverse, alors là c'est un peu plus rare mais ça peut arriver aussi, des gens qui disent « Oh, franchement là, je m'entraîne trop, j'ai plus assez... Enfin, l'entraînement me prend trop de temps. » Ça arrive un peu moins souvent, mais j'en entends quand même des gens qui disent « Ah ouais, là, cette semaine, l'entraînement il m'a pris beaucoup trop de temps et puis là, ça fait un mois, c'est vrai que j'ai du mal à casser mes entraînements. » Mais juste posez-vous les bonnes questions. Si tu as du mal à caser tes entraînements, c'est peut-être justement parce que dans ta tête, tu mets l'entraînement en priorité numéro 1 avec un état d'esprit performance et avec un volume horaire et des ressources beaucoup trop élevées, alors que peut-être que tu as eu un changement ou que, je ne sais pas, en adéquation. Donc être droit dans ses bottes, pour moi, c'est vraiment le point de départ qui va rythmer la saison et auquel il faut vraiment faire attention tout au long du développement de notre plan. Ultra important. Ouais. Et je vais moi aussi déborder un peu sur le point 2, mais en fait, c'est tellement lié. Mais quand vous utilisez le campus, la notion d'état d'esprit qui est dans vos paramètres, qu'on vous demande en début de plan, mais que vous pouvez aussi aller changer en cours de plan, à savoir, est-ce que vous visez performance, plaisir ou un mix des deux? Il ne faut pas le voir avec ego, en fait. Quand on regarde cet indicateur-là, je pense que le piège, c'est de le regarder avec performance parce que l'ego te dit il n'y a que ça qui compte. Mais si au final, l'état d'esprit n'est pas corrélé aux ressources que vous avez, ça ne fonctionne pas. Et j'ai pas plus tard que ce matin, je discutais avec quelqu'un en message privé qui me disait je peux pas faire 5 entraînements par semaine, ça marche pas pour moi. Et je disais, mais t'es en quel mode? Il me disait performance. Je dis, passe en mix, voire même en plaisir. Il me disait, non, moi je veux de la performance. Et là, on voit en fait tout le problème, en fait, c'est que malheureusement, on peut pas tout avoir en même temps. Et il faut faire des choix. Et si l'input, c'est que ça ne marche pas de faire 5 séances par semaine, il n'y a plus qu'une seule réponse à ça, c'est d'adapter le plan pour que ça soit plus simple et réduire l'objectif au passage. Mais qu'est-ce que vous préférez? C'est aller dans le mur avec un objectif trop ambitieux ou réussir un objectif qui est un peu moins ambitieux et qui vous permettra potentiellement dans le futur d'y retourner et de continuer de progresser. Ouais, c'est là où la notion de définition, elle est vachement importante parce que quand on parle avec les mêmes définitions, on parle de la même chose et du coup, on est sûr de pouvoir s'entendre. Quand on parle par exemple de performance, c'est en fonction de votre profil, en fonction de vos expériences, en fonction de beaucoup de choses. On définit qu'on peut pousser le volume et la charge d'entraînement jusqu'à ce point pour vous faire progresser au plus vite que votre profil le permet. En fait, ça n'a rien à voir avec
la valeur absolue de qu'est-ce qui est performant et qu'est-ce qui est pas performant. Quelqu'un qui potentiellement est doué génétiquement, mais euh, ne peut pas accorder autant de temps, autant d'énergie à la course à pied que pourrait lui permettre son profil, bah, il sera quand même performant, mais il utilisera quand même un plan plaisir ou un plan mix parce que c'est juste vis-à-vis de mes capacités physiques, n'utilise pas mon plein potentiel vis-à-vis de ce que je pourrais faire sans me blesser. En fait, c'est plus ça le. C'est vrai qu'on pourrait dire, genre, le plan performance, c'est all-in vis-à-vis de mes capacités. Qu'est-ce que je peux faire au maximum sans pouvoir me blesser en optimisant mes chances et mon plan d'entraînement. Et plaisir, c'est OK, j'y vais un peu plus cool, ce qui me laisse un peu plus de temps parce que ça va baisser la charge d'entraînement de manière générale. Mais ça m'empêche pas de progresser, ça m'empêche pas d'être performant à mon niveau. Vachement Hmm. important. Et c'est très intéressant dans les commentaires parce qu'il y a un petit débat qui s'organise sur les plans Décathlon versus Campus. J'ai vu du Garmin aussi. Alors, loin de nous d'aller critiquer ce que font les autres parce que tout simplement, on serait mal placé pour le faire parce qu'on ne regarde pas ce que font les autres. C'est assez Déjà. simple. C'est ce que j'allais dire, j'ai trouvé pas. Déjà, donc c'est pas l'objectif, mais je trouve ça intéressant parce que on a plusieurs questions. Aurélie et quelqu'un au-dessus, je sais plus, qui disait qu'il était en semaine 3 de son plan marathon et qui trouvait ça simple. Comme je le disais au début, nous, dans notre vision, le but, c'est avant tout d'éviter la blessure et d'y aller progressivement dans la charge pour que le pic soit vraiment à la fin. Et je sais que, même si moi, je ne l'ai pas vu, on m'a remonté pas mal de fois que certains autres concurrents étaient plus agressifs, on va dire, dans leur plan dès le début. Stratégie qui peut marcher si ça ne vous casse pas. Mais nous, on choisit le fait d'y aller progressivement. Et en plus, ce qui paraît facile en début de plan pour certains, c'est des séances qui sont orientées vitesse, qui sont faciles dans votre vision des choses, mais qui en fait sont difficiles pour votre corps. Enfin, bref, je pense que c'est quelque chose qu'on a assez souvent. Nous, on est assez confiants sur le campus que ce qu'on fait est cohérent. En tout cas, on a suffisamment de résultats pour le prouver, pour le montrer aujourd'hui. Maintenant, c'est toujours intéressant de vous voir débattre de ça. Et si vous voulez le faire, n'hésitez pas à aller sur la communauté, encore une fois, parce qu'il y a souvent ce genre de discussion. Je sais que Johan ne sera pas le dernier pour nous le dire. Donc c'est super intéressant. Ouais, on utilise souvent cette analogie de dire qu'on construit un escalier et que à certains moments clés de la saison, là typiquement sur un début de plan, ça veut dire qu'on vient potentiellement de sortir de coupure ou alors on vient de passer un gros objectif, on recommence une nouvelle aventure, on pourrait dire. Bah, c'est le bon moment pour, si on construit un escalier, certes il nous reste un peu de briques, un peu de ciment, mais ça vaut le coup d'aller redescendre l'escalier, refaire le plein et remonter les marches une à une pour pouvoir continuer à construire, parce que sinon le risque, bah, c'est qu'en cours de plan, on se retrouve sans briques, sans ciment. Il nous reste quelques marches encore à aller faire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on saute? Est-ce qu'on risque tout? Et c'est souvent là où ça pose un peu problème. L'autre analogie que j'ai utilisée récemment, c'est de dire, bah, quand on veut sauter loin, c'est mieux de prendre quelques pas de recul pour prendre de l'élan. Parce que bah, un saut sans élan, on saute beaucoup moins loin. C'est un peu l'idée. Et c'est vrai que quand on a une démarche vraiment très long terme, ce qu'on promeut aussi, parce que bah, courir, c'est pas que se faire plaisir, mais c'est vivre une expérience, s'améliorer en tant que personne, développer nos valeurs. Et c'est surtout, bah, il y a aussi un aspect santé derrière. Notre but, c'est pas juste de vous entraîner 12 semaines. Allez, c'est bon, on vous a fait comme Icare, vous avez volé proche du soleil. Alors là, c'est certes, pendant les 12 semaines, la progression, pouf, elle est montée dans l'espace. Et, euh, et, euh, et vous êtes brûlé les ailes et vous arrêtez la course à pied. Non, on a une démarche un peu plus long-termiste que ça. Et donc c'est pour ça que les débuts de plan sont faciles. Ça pour le coup, je l'accepte. Et j'amènerai quelque chose que je trouve intéressant parce que moi aussi, en fait, avec le genou qui m'a ralenti cette année, je commençais à me reposer des questions de quand est-ce qu'arrivait Valence? Est-ce que ce que j'avais en tête était toujours jouable ou pas? Et en fait, je me suis remis tout simplement sur l'année dernière pour me dire que c'est 2022, j'ai l'impression que c'était il y a 2 ans. Mais après le marathon de Boston, j'ai eu une longue période où j'ai été pénalisé par un Covid qui traînait un peu, qui m'empêchait de m'entraîner à 100%. Et en fait, j'ai fait les séances, mais c'était pas la forme. Et en fait, il y a que à partir de juillet que ça a commencé à se réentraîner vraiment normalement. Et en fait, juillet, c'était 3 mois avant, j'étais pas en forme. Et la forme, elle est montée parce qu'il y avait la base du plan qui avait quand même été suivie. Et après, en fait,
sur la fin du plan, on en met suffisamment pour que cette forme monte. Et bon, après, je pense que le résultat de Berlin, pour moi, est suffisant pour dire que j'étais, je pense, proche du 100% à ce moment-là. Donc, souvent, on s'inquiète quand on est loin de la course sans se rendre compte qu'en fait, justement, on est encore loin et qu'il n'y a pas de souci. La forme monte plus vite que ce que des fois on s'imagine. Ouais, là, je pense que tu es aussi le bon exemple en voyant que là, ta forme remonte assez vite, alors que tu as coupé quand même pas mal de semaines en soi. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on a tous les mêmes inquiétudes à un moment ou à un autre. Donc nous, on a les outils pour aller le regarder et s'auto-rassurer. Mais là, dans ce live, le but, c'est qu'on le fasse pour vous et puis qu'on le partage et qu'on puisse en discuter. Exact. Pour continuer un petit peu sur la lancée qu'on avait, je vais juste terminer cet arc un petit peu en parlant des objectifs de la saison, parce que tout ce que j'ai défini avant, j'aurais pu dire, pour bien débuter votre saison, fixez-vous un objectif cohérent, pas trop dur, pas trop facile, bla 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 bla. Certes, mais en fait pour moi, se fixer l'objectif, ça vient après tout ça. Souvent on commence par l'objectif. Et après, on dit qu'est-ce que ça va me prendre pour essayer de y arriver. Mais pour moi, c'est prendre tout ça à l'envers. Et on le voit bien aussi sur campus vis-à-vis des chronos qu'on projette. Par exemple, quelqu'un qui veut faire un plan 10 semaines, qui va nous donner son envie d'application, un plan 10 semaines, n'importe quoi, un plan 10 km, il va nous donner son profil, son implication qu'il attend sur son entraînement, et il va nous dire je vais être prêt dans 16 semaines, et on va lui afficher un chrono qui nous semble cohérent vis-à-vis de son profil. Dans 80% des cas, on n'est vraiment pas très très loin, et après, il y en a d'autres qui vont progresser beaucoup plus vite, ça va arriver aussi. Mais tout ça pour dire que le chrono, pour nous, il arrive après toutes les réponses auxquelles vous avez répondu. C'est pas en mode, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez un 10 km en 35 minutes ? Ok, et après on vous pose des questions. Non. On prend toutes les réponses aux questions qu'on a, et ensuite on vous affiche l'objectif. Pour nous, c'est la priorité. Il faut vraiment que dans votre esprit, ça fonctionne de cette manière. Parce que ça veut dire que à partir du moment où vous changez l'objectif, non, pas vous changez l'objectif justement, à partir du moment où vous changez toutes les étapes précédentes, où vous changez votre état d'esprit, vous changez vos priorités ou vos ressources, ça ne peut pas ne pas impacter votre objectif. Et c'est pour ça que tu l'as dit tout à l'heure, Nico, vous passez votre plan de performance à mix ou à plaisir. Oui, forcément, votre chrono-objectif il va diminuer parce que votre charge d'entraînement va diminuer. Et mettre les œillères en mode non, vous inquiétez pas, je m'entraîne de 1 ou 2 fois en moins dans la semaine. Les entraînements sont beaucoup moins difficiles parce que pour que ça me prenne moins d'énergie. Enfin bref, il y a plein de raisons. Mais sub 3 heures sur marathon, allez, on le tient. Non, en fait, on peut pas changer toutes les étapes précédentes sans changer l'issue. Donc pour moi, vachement important de fixer l'objectif seulement après tout le reste. Et imaginons, vous ayez un objectif encore une fois là sur octobre ou quoi que ce soit, vous avez eu des changements au niveau ressources, etc. Parce que septembre, la petite promotion, le petit plus 5% sur le salaire, j'en sais rien. Enfin bref, peut-être des responsabilités que vous attendez depuis longtemps. Et si vous avez le marathon de Valence en décembre, peut-être que ça va pas être 3h50, mais ça va être 4h. Et ça, c'est vachement important pour justement être encore bien dans ses bottes. Au-delà de ça, Nico, est-ce que pour toi, on va dire, quels sont les principes majeurs à suivre pour se fixer des objectifs ? Une fois qu'on a l'état d'esprit, etc., pour toi, qu'est-ce que c'est un bon objectif ? Quels critères il doit remplir pour qu'il soit atteignable et intéressant ? Je reprends ce que j'étais en train de répondre, de débattre avec Kipchoge et Ecoplus. Ouais, je t'ai lancé sur une question longue pour justement me dire peut-être qu'il va rentrer dans la conversation. Non, je te disais, quand tu te fixes des objectifs sur la saison, pour toi, quels sont les critères principaux que tu gardes en tête ? Encore une fois, on a fait un Campus Talk Junior sur comment se fixer des objectifs, etc. Donc pour ça, pour toi, essentiellement, quels sont les critères que tu regardes pour définir selon toi un bon objectif ? Alors déjà, moi, il y a quelque chose qui est très paradoxal, presque on pourrait dire, c'est que
mon objectif, il est la progression à long terme. Et ça passe avant tout objectif que je pourrais me mettre sur une course. Je vais essayer de ne pas faire quelque chose qui pourrait entraver ma progression à long terme, parce que c'est plus important que de réussir telle ou telle course. Après, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi je suis adepte de 2 objectifs, 3 grands max dans l'année. Cette année, j'avais objectif semi et là, il y a l'objectif marathon à la fin de l'année. Même le trail au milieu, c'était pour moi un demi-objectif en fait. Donc, c'est juste que vu qu'il y avait une grande différence entre février et décembre, il y avait de la place quand même pour faire quelque chose. Donc, ouais, viser le long terme et la progression d'objectif en objectif. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de quelqu'un qui potentiellement voudrait atteindre son 3 heures. Et bah, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas si on ne le propose pas aujourd'hui. Mais si aujourd'hui, cette personne est à 3h15, bah, peut-être se dire qu'il y a 1 ou 2 étapes avant d'arriver aux 3 heures. Peut-être qu'il y a un 3h10 et un 3h05 à aller valider avant et qu'il arrivera juste après. Donc, pour moi, c'est de ne pas être pressé, d'être patient et en fait, d'accepter son niveau actuel, l'objectif que ça peut permettre d'atteindre et de se dire que c'est seulement une marche si on a envie de faire, si on a envie d'atteindre quelque chose de plus grand ensuite. Pas de cacher que moi, c'est un peu ce que j'ai avec le marathon depuis quelques années. Hein. Je ne sais pas jusqu'où ça mènera, mais le marathon 2h45 il y a 2 ans, c'était pas mon objectif final. C'est à chaque fois, on essaye d'aller voir où est-ce que ça peut nous emmener. Mais pour ça, il faut aussi après savoir se concentrer sur la prépa en cours, l'objectif qu'on a fixé et mettre ce qu'il faut pour l'atteindre. Je suis en train de me débattre avec la technologie, mon casque, je suis pas sûr qu'il est en train de charger, bref. Désolé, j'étais en train d'essayer de régler ça. Mais je pense que c'est des bonnes règles à garder en tête, l'étape par étape. Et là t'arrives à l'une des dernières, mais peut-être qu'il y aura une étape intermédiaire. Qu'est-ce que tu feras, Nico, si jamais c'est le cas? 2h31. 2h31 secondes. J'ai pas de problème à ça, en fait. Pour moi, en fait, c'est je sais pas si je l'ai déjà dit, mais admettons que je m'arrête demain et que mon chrono final sur marathon, ça soit 2h37, pas de problème. Hein. Pour moi, j'ai déjà atteint quelque chose qui me semblait inatteignable. Donc maintenant, c'est que du bonus. Mais tant qu'on est dans la dynamique de ça s'améliore et il y a encore des critères qu'on voit comme améliorables, bah, pourquoi se priver d'aller les chercher, hein. Bien dit, Nico, c'était une question piège. J'ai répondu à côté en bon politique. Non, t'as bien fait. Est-ce que tu vois quelques petits commentaires là auxquels on pourrait répondre avant de passer au point suivant? Parce que... De toute façon, je te laisserai regarder. Je pense qu'on peut avancer un tout petit peu et on répondra après. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de messages ce soir, ça fait extrêmement plaisir. Et je voulais vous rendre l'appareil en justement en essayant de caler un peu plus de questions du chat. On va du coup avancer avec le point suivant, qui pour moi... je ne sais pas si on en a déjà parlé, peut-être une fois au cours des 35 Campus Talk précédents, mais vraiment pas plus qu'une fois, j'en suis sûr et certain. C'est analyser la saison précédente. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. Alors, si c'est votre première saison, peut-être que ça va pas trop vous servir. Quoique, est-ce que analyser les activités physiques précédentes, ça peut pas avoir un petit intérêt en trouvant un petit peu... si vous avez manqué de progressivité en patinage artistique, il y a de grandes chances que votre tendance naturelle soit de manquer de progressivité dans toutes vos activités physiques en général. Donc c'est là où on peut tirer un peu d'expérience. Si depuis que vous êtes tout jeune, vous avez du mal à être progressif et c'est all-in à chaque fois, le problème de la course à pied, c'est que statistiquement, on va dire que quand on fait attention, on ne se baisse pas plus que dans d'autres sports, mais quand on ne fait pas attention, les statistiques sont catastrophiques. Donc autant faire attention. Évidemment, sur un plan campus, vous mettez toutes les chances de vos côtés, mais si vous êtes on pourrait dire face à vous-même,
voilà, livré à vous-même, eh bien, faites vraiment attention à ça. Mais bref, au-delà de ça, puisqu'on promeut euh, un entraînement long terme et qui se passe sur plusieurs saisons, l'aventure de Nico sur le marathon, un arc de 17 saisons, la série Netflix qui ne s'arrête jamais, on se demande quand est-ce que ça va être la fin, on imagine que ça va s'arrêter au bon moment et qu'elle va pas durer trop longtemps. Mais voilà, l'idée c'est, si vous avez des saisons précédentes, euh, jouez sur votre expérience. Au lieu de vous dire, par exemple, ok, j'ai fait un marathon, j'avais pour objectif de faire 3h45, ça s'est bien passé, trop cool, je passe à la suite. Non. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui, d'après vous, s'est déroulé comme prévu? Ou quelles adaptations vous avez fait? Quels obstacles vous avez rencontrés et quelles réponses vous avez eues face à ça? Qui a fait que, en finalité, ça s'est bien passé. On a toujours tendance à tirer des conclusions quand ça se passe mal. C'est pour ça que je prends l'exemple de quand ça se passe bien en premier. Mais que ça se passe mal ou que ça se passe bien, analysez tout ça. Je me suis entraîné comment? Avec quel volume? Comment est-ce que je me suis organisé vis-à-vis de mes proches? Quand est-ce que je me suis entraîné? Ah, il y a un moment dans la saison, ça s'est mal passé. J'avais beaucoup de mal à m'entraîner, j'étais fatigué, j'arrivais pas à récupérer, blablabla. Pourquoi? Et l'idée, c'est d'essayer d'éviter de reproduire les erreurs passées. On fait tous des erreurs. Parfois, nous, on vous donne des conseils. On sait très bien que vous allez faire l'erreur. Au hasard, partez pas trop vite sur un 10 km. On sait tous que vous allez partir trop vite sur un 10 km. Parfois, on a besoin de faire l'erreur une fois, deux fois par nous-mêmes. Et puis la prochaine fois, ça percute. Ah, c'est vrai que les deux mecs sur Internet, là, ça fait pas genre 2 ans qu'ils me disaient de pas courir trop vite mes 10 km. Ah, et puis, il suffit juste de la bonne expérience pour que ça percute. Mais pour ça, il faut avoir un peu d'introspection. Il faut revenir un petit peu en arrière. Et il faut pouvoir un petit peu agencer tout ça, prendre des notes. Moi, je sais que j'ai de la chance, comme je fais énormément de comptes rendus, enfin, comme je partage un peu sur les réseaux ma progression, mes courses, etc. Et toi, c'est pareil, Nico. On a de la chance que ces comptes rendus de courses, les leçons qu'il faut en tirer, on est obligé de le faire puisque ça fait une vidéo à la fin. Mais en réalité, tout le monde devrait pouvoir le faire et garder des notes de ça parce que ça s'oublie aussi vite que ça s'apprend. On revient rétrospectivement sur une préparation, on se dit ah ça c'était trop une bonne idée, ça c'était une bonne idée. Et croyez-moi, dans 2 ans, vous en aurez aucune idée de ce qui était bien ou de ce qui était pas bien. Donc marquez-le. Toi Nico, si tu devais retirer une expérience tirée d'une analyse de saison, allez une ou deux, soyons gourmands, qui d'après toi sont principales ou les premières auxquelles tu penses, ne nous engageons pas sur une hiérarchie. Mais ça serait quoi, d'après toi, des expériences que tu pourrais en retirer, là, qui te viennent, qui te passent par la tête? Moi, il y en a une première qui est assez simple et qui, à mon avis, concerne énormément de gens ici, pas que moi. C'est de me dire que quelque chose qui est limitant dans ma progression, c'est l'aspect musculaire. Euh, du coup, il y a plusieurs choses qu'on peut réfléchir à ça, intégrer du renfort, en faire plus, le faire plus spécifique à ce qu'on a comme problème, quelque chose qui va arriver sur le campus d'ailleurs, dans le futur. Un jour. C'est dans les cartons. Mais, il y a déjà une petite version bêta pour donner des premières briques sur Circle pour ceux que ça intéresse. Tout à fait. Pour ceux qui n'ont vraiment aucun... ça permet de donner les premiers préceptes pour ceux qui sont Exactement. en quête. Je te laisse continuer. Et ce que j'allais dire, en fait, pour compléter un peu ce que tu disais, c'est que souvent, quand ça se passe mal, à moins de faire de mettre des œillères, là, on analyse ce qui s'est passé. Mais quand ça se passe bien, qu'on atteint l'objectif, souvent, on a moins tendance à faire cette analyse-là. Déjà parce qu'elle est plus compliquée, ça s'est bien passé, donc il faut creuser un peu pour comprendre quels sont les potentiels points d'amélioration. Si je refais un parallèle, moi, au marathon de Berlin, j'ai exécuté la course parfaite que pour moi je pouvais faire. Quand je la regarde a posteriori, je la re-regarde, je me dis, je vois pas ce que j'aurais pu changer le jour J par rapport aux armes que j'avais ce jour-là. En rester là, ça serait dommage parce qu'en fait, ça veut dire c'est terminé, merci, bonsoir. Alors qu'en fait, non, si je creuse, j'ai un cardio qui n'a pas bougé d'un iota du premier au dernier kilomètre. Bon, ça semble dire que le facteur limitant n'est pas là, mais j'ai bien senti que j'aurais voulu accélérer, ça ne pouvait pas parce que les jambes ne le voulaient pas. C'est là où ça m'a permis de dire que c'est encore une fois musculaire de mon côté, la même analyse que sur les marathons précédents.
même si c'est plus fin et que le travail que j'ai mis en place l'année d'avant a donné des résultats. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a avancé et donc on peut aller chercher encore plus de ce côté-là. Mais déjà, on est dans la bonne voie parce que ce qu'on a fait est efficace. Ok. Après, il y a tous les aspects, là on parle de marathon, mais tous les aspects autres, en fait, l'avant-course, le ravitaillement, le sommeil la semaine avant, le schéma mental dans lequel on s'est mis pour la course, enfin, il y a tous les critères sont analysables, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que la réussite ou pas d'une course, c'est multifactoriel et des fois, il y a plusieurs facteurs qui peuvent ne pas avoir été dans notre sens. Des fois, il y en a un seul qui peut avoir fait tout foirer. Mais si on se pose vraiment sur sa course et qu'on le fait pas 6 mois après, faut essayer de le faire. Ouais. Allez, peut-être pas le lendemain parce que c'est un peu trop à chaud, mais dans la semaine, je dirais, après la course. Sinon, après, on commence à oublier des éléments. 100%. 100% sur ça. Juste une petite question de Karine, et c'est vrai qu'on l'a pas dit, on l'a pas défini au début, qui nous demande juste c'est quoi pour nous une saison. Une saison, c'est soit de coupure annuelle à coupure annuelle, on pourrait définir ce que la notion de coupure annuelle, etc. Mais si tu sais ce que c'est entre les deux. Mais sinon, juste pour nous, on pourrait juste prendre des successions de plans. Et en fait, là, ce qu'on est en train de raconter, ça fonctionne après chaque gros objectif. Nous, on promeut beaucoup des plans longs, des plans qui vont durer 4, 5, 6 mois. Et c'est vrai que sur ces durées de plans-là, bah, une fois que tu as rempli ton objectif, tu as besoin de relancer un petit peu la machine. Et du coup, tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui peut fonctionner. Ok, donc ça, c'est toi. Pour toi, c'est ton analyse, on peut dire ton truc principal que tu retires à la première vue. J'ai eu le temps d'y réfléchir pendant que tu parlais. Ouais, tu vois, je vais prendre des exemples très concrets où je suis pas sûr que les gens puissent se projeter, mais peut-être, on va les dire quand même. Mais comme quoi, c'est pour montrer un peu la diversité des analyses qu'on peut avoir. La première analyse que j'ai eue, c'est sur l'une de mes dernières préparations. J'avais l'habitude de courir 6 fois dans la semaine. En fait, grosso modo, si tu prends un plan campus à 5 séances, pour ceux qui ont 5 séances sur leur plan campus, ils comprendront. Bah, si tu veux courir plus, tu peux rajouter une endurance fondamentale de 30, 40, 45 minutes, voire 50 minutes si tu vas. Enfin, c'est qu'une question de progressivité en réalité. Ça, c'est ce que j'ai toujours fait. Et sur ma dernière préparation, je me suis dit, bon, bah, comme je prépare du long, l'Ironman ça termine par un marathon, c'est très très long dans l'effort. Je me suis dit, bon, bah, au lieu de jouer sur la fréquence, au lieu de courir 6 fois, je vais courir que 5 fois et en fait, je vais accumuler l'endurance fondamentale que je fais en plus, je vais la couper en deux et je vais la rajouter à d'autres séances pour faire des séances de 1h10, 1h20. J'ai peut-être manqué un peu de progressivité en l'appliquant et du coup, bah, ça a fini avec des petites blessures et ça n'a pas été très très optimal dans la mise en place. Donc tu vois, ça c'était un bon apprentissage en me disant, il y a deux solutions. Soit ça n'a pas été intégré de manière assez progressive pour que ça soit intéressant. Soit c'était peut-être pas... Enfin, juste si ça... Il y a quelque chose qu'on oublie et c'est très marrant. C'est si ça fonctionne, pourquoi parfois tu t'emmerdes à changer Pourquoi est-ce que tu t'embêtes à changer un truc qui fonctionne déjà bien? Tu progresses assez vite en réalité. Tout fonctionne et tu dis non, non, non. Ouais, je vais trouver le truc qui fait qu'en fait, je vais progresser 1% plus vite. Et tu te mets risque. Bon, parfois, c'est marrant de chercher. Mais parfois, il y a juste pas de secret, en fait. Donc ça, c'est mon premier. Pour des gens qui... je me souviens que sur campus, ça nous arrive parfois sur le support d'avoir ces questions-là en mode, OK, je veux courir... j'ai un plan 4 entraînement par semaine, mais je vais courir que 3 fois. Est-ce que je peux faire genre 2 séances l'une à la suite de l'autre? Ou est-ce que je peux faire le même volume en 3 séances? En général, ça fonctionne pas vraiment comme ça, quoi. Parce que bah, c'est une question de récupération interséance, c'est une question de capacité de récupération en fonction du volume. Donc ouais, ça fonctionne dans des limites, on va dire. Ça fonctionne dans des limites. Comme toujours, on est ça peut fonctionner sur certains, mais nous, notre but, c'est pas de proposer des choses qui fonctionnent sur certaines personnes qui sont plus robustes que la moyenne. C'est d'essayer de faire quelque chose où quand on donne un conseil, une manière de faire, bah, d'être au moins dans le 80% de chances que ça marche et pas 20% de chances que ça marche et 80% de chances que ça pète.
Exact. Bachar qui dit Tristan, t'aurais pu nous partager cette histoire plus tôt, ça m'aurait évité une douleur au tendon d'Achille en faisant la même erreur. Bienvenue au club. Même erreur, même douleur. Bien joué. Ça rate pas. Et une deuxième, parce qu'elle est vraiment extrêmement différente, et ça vaut le coup de la dire. Elle est double. Pour moi, ça va être des erreurs de matériel. Alors, si on s'intéresse au triathlon, on va passer très vite dessus, parce que ça intéresse pas forcément les gens ce soir, mais j'ai très vite appris que s'habiller en noir, c'était une très mauvaise idée. Et par extension, avoir un casque noir, mais ça peut marcher. J'imagine très fort que ça fonctionne avec une casquette noire sur une course à pied. Si vous êtes sur des conditions ensoleillées, il a tendance à faire un peu chaud, mais rien que du soleil, un indice UV assez important peut suffire. La différence de température en surface d'habits noirs ou d'habits blancs, de chaussures noires ou de chaussures blanches, de casquettes blanches ou de casquettes noires, vraiment, la dernière fois, je suis tombé sur une petite vidéo là assez courte. Les différences sont assez monstrueuses. On peut atteindre des 10 degrés de différence entre les deux. Donc, si vous avez tendance à subir la chaleur, genre Nico, bah, habillez-vous que en blanc. Et je crois que c'est ce que tu as fait au marathon du Mont Blanc, non? Ouais, ouais, exactement. J'allais juste dire, je veux pas croire que ça soit un hasard si la tenue d'un Blumenfeld, le triathlète, la soit devenue à la fois blanche et la plus fine possible, vu que en fait c'est quasiment transparent à part là où ça ne doit pas l'être. Donc quand tu sais à quel point ces gens-là optimisent le truc, c'est sûr que eux ils ont dû regarder et pas juste prendre un thermomètre et mettre leur casquette au soleil pour le valider. Exact. Et parce que juste pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, il y a David qui dit est-ce que dans le plan nous pouvons augmenter le nombre de séances pour alléger la charge hebdomadaire, ce qui est l'inverse. Tu peux le faire sur certes, ça y est, imagine, au lieu de faire 4 séances, t'en fais 5 et t'en divises une en deux. Très ponctuellement, pourquoi pas, mais la réalité c'est que tu as quand même des notions de durée minimale pour pouvoir développer des choses physiologiques. Je te prends un exemple, tu es en préparation marathon, si ta sortie longue de 2 heures, tu fais toujours 2 fois 1 heure, tu vas pas du tout développer la même chose que si tu fais ta sortie longue. Donc en fait c'est pour ça que tu as quand même des limites, c'est que tu peux pas tordre les plans dans tous les sens. Moi, ça m'intéresse de faire des tests parce que c'est marrant. C'est-à-dire que ce qui fonctionne, je le mets sur campus et après, je m'amuse à tester des choses. Mais ouais, tu peux pas trop tordre quand même. Tu peux adapter de temps en temps. Mais... En fait, je dirais assez drôle parce que Johan trollait, mais il disait vaut mieux faire 10 fois 20 minutes. En réalité, si on veut éviter les blessures comme objectif numéro un et qu'il n'y a que celui-là, fractionner au maximum le temps est une bonne chose, mais on veut éviter les blessures. Mais on veut quand même aussi que derrière, vous soyez capable de progresser et d'arriver sur votre course en vous sentant en forme. Et clairement, faire des sorties longues d'1 heure pour un marathon, peut-être que certains l'ont fait, mais je n'ai pas eu vent de réussite avec ce genre de programme en tout cas. Ça me fait tout de suite penser aux triathlètes professionnels qui disent « Oh, mais les amateurs, ils courent des sorties longues de 2 heures et plus pour préparer un Ironman, c'est totalement débile. Regarde-moi, je ne cours jamais plus que 1h30, 1h45. Le mec, il a un volume d'entraînement de 40 heures. Tu sais, genre, t'as un cumul physiologique sur la répétition de séances que tu peux pas reprovoquer en t'entraînant 7 fois dans la semaine. Enfin bref. Oui. Ça va même, que... un 1h45 d'un pro où il va te faire, je sais pas, 32 bornes. Ouais. Bon, bah déjà, on ne peut pas le comparer à ce que nous, on peut faire. Donc, Exact. Mais ouais, pour prendre... En fait, c'est ça, c'est toujours une question d'équilibre entre comment tu fais pour faire progresser les gens et éviter qu'ils se blessent et diminuer significativement le pourcentage d'apparence de blessure. Parce qu'en effet, si tu es pas intéressé à progresser et que tu es en mode full blessure, full prévention, bah, si tu te dis j'ai 200 minutes par semaine, comment est-ce que je les répartis? Bah, si tu veux si tu veux juste prévenir des douleurs, je te dis cours 200 fois 1 minute. Arrange-toi dans ta semaine. Et comme ça, je suis quasiment sûr et certain que tu ne te blesseras pas. Mais voilà, bon, tu vois, si on tire les choses par les cheveux, on voit très vite les limites des systèmes et qu'en fait, la réalité n'est jamais dans les extrêmes, mais toujours dans un juste milieu. c'est Ouais. question de curseur de toute façon dans la vie. Exact. Où est-ce qu'on le place? Et bon, faut jouer avec. Et nous, ce qu'on essaye, c'est justement de jouer avec dans une zone safe. Et au fur et à mesure des infos qu'on récupère, des
des tests qu'on fait sur nous, sur d'autres, pas sur le campus, mais des datas qu'on récupère de vos prépas. On va aussi pouvoir, au fur et à mesure, ajuster un petit peu les choses. Et j'ai vu pas mal de choses passer là-dessus. Certains qui disaient pas assez de volume, machin. Peut-être augmenter le volume pour certains, le réduire pour d'autres si c'est trop, changer les intensités. Enfin, tout ça, c'est le travail qu'on fait va nous permettre d'améliorer dans le futur. Et c'est pour ça que c'est intéressant Campus de notre côté, c'est qu'on en a encore pour des années à continuer d'aller chercher les facteurs d'amélioration au final. Et c'est passionnant. Et Henri, la question, une sortie longue, c'est 2 heures, mais pour quelqu'un qui court environ à 20 minutes 30 km, une sortie longue, c'est à partir de combien de kilomètres? En fait, une sortie longue, c'est jamais en kilomètres. C'est toujours par rapport à une durée vis-à-vis de ton volume hebdomadaire. Si tu as un volume hebdomadaire de 1h30, bah, si tu fais 1 heure de sortie longue, ça sera déjà une sortie longue. Et c'est jamais une question. C'est toujours une question de proportionnalité. J'allais dire, moi j'ai l'habitude de volontairement mettre sur Strava quand je suis en reprise. Dès que je fais 1 heure, je marque sortie longue pour aller provoquer un peu le, le Stravaïen, je sais pas comment on dit. Mais parce que pour moi, sortie longue, c'est ça. C'est long par rapport à ce que tu fais. Il n'y a pas de question de. Mais un mec qui courrait 2 heures par jour tous les jours, bah, s'il fait 2 heures le dimanche, c'est pas une sortie longue au final. C'est ça. Genre certains trailers qui doivent pas être très On loin. Je crois qu'Hélène Jornet, c'est ce qu'il disait sur une de ses dernières préparations l'année dernière. Il disait, bah, moi, je pouvais que courir 3 heures le matin avant de m'occuper de mes enfants. Oh, bah, excusez-moi, monseigneur. Et après, tu vois, le mec fait 3 heures par jour le matin. Bah, quand on le voit sortir une sortie de 8 heures dans la montagne, bon, je dis 8 heures, hein, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait pas. Faut pas être étonné non plus parce que nous, ce serait un truc imbuvable. Lui, le gars, faut se dire qu'il s'est enquillé 3 heures par jour pendant des semaines et des semaines. Donc, et de toute manière, il n'est pas humain. Donc, ça rajoute aussi à l'équation. C'est ça. Écoute, il nous reste 2 petits items. Je te propose quand même de les parcourir parce que, mine de rien, on discute. On était bien parti, je trouve, hein, en début de live. Et puis, À un moment, on était à 35 minutes. Je me suis dit, mais attends, mais on est royal. Et entre 35 et 55, je sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a eu une distorsion du temps et de l'espace. Bref. Sorry, guys. L'avant-dernier item, c'était quelque chose dont on a déjà discuté juste avant, mais ça vaut le coup de le dire tel quel. Reprendre progressivement. Ça paraît bête, on a déjà parlé d'escalier, on a déjà parlé de prendre de l'élan sur un saut. Voilà. Si vous avez coupé, reprendre progressivement, c'est vraiment le B à bas et pas hésiter à reprendre très progressivement. Je pense que quasiment qu'importe les profils sur campus, je pense que vous reprenez tous avec des sorties de 30 minutes. Oui, je crois. Ouais, il me semble que vraiment, alors sinon, il faut vraiment avoir un gros volume. Enfin bref, normalement, en fait, voilà, on reprend tous avec des sorties relativement courtes. Et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le piège, c'est souvent quand on enchaîne les plans et quand on passe d'un gros objectif à un autre plan vers un autre gros objectif, on a tendance à vouloir garder le momentum, alors que justement, on a plutôt intérêt à vouloir le ralentir pour pouvoir le relancer après. Et on vous promet que c'est vraiment... Enfin, de tout ce que je vois, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne le mieux. Et parfois, relancer une saison, c'est quelqu'un qui réussit pas à faire une course, etc. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de voir que, en fait, redescendre le volume, se relâcher la pression pour remonter sur une autre prépa, c'est souvent la meilleure chose à faire parce qu'on s'est mis trop la pression. Enfin bref, il y a plein de raisons qui font que parfois, c'est baisser le volume pour le remonter ensuite, c'est la meilleure chose à faire. J'ai envie de dire un truc parce que je viens d'y passer, mais les dernières semaines, ça n'a pas été mes semaines préférées. Moi, je trouve que les semaines de reprise, c'est les plus dures, en fait, parce que on est moins en forme, donc en fait, tout est dur. Même si on en fait moins, c'est dur. Mais c'est là, en fait, où j'aime bien, parce que ça fait quand même travailler le mental d'une manière... Après, quand on arrive en forme, on l'a mérité, on en profite. Enfin, ces phases un petit peu d'alternance dans une saison, je pense qu'elles sont intéressantes pour vraiment avoir cet effet mentalement quand on arrive en forme. Là, après, on a envie de faire les belles séances, on va être hyper motivé à aller les chercher.
et le pic de forme, on va en profiter au maximum en fait. Alors que si on reste à un niveau un petit peu constant toute l'année, déjà, c'est pas un niveau constant maximum, ça permettra pas d'aller avoir un vrai gros pic de forme, où ça sera plus compliqué. Et en plus, il y aura plus cette petite étincelle de la forme arrive, je le sens, et qui porte en fait quand on est dans la prépa. Je sais pas si c'est juste moi qui ressens ça, mais j'aime vraiment ce moment où on sent que ça arrive et où les séances sont dures, mais elles passent parce qu'on est dedans. Et ça, c'est intéressant parce que c'est souvent aussi une question que l'on a. Parce que les gens pensent que les débuts de plan sont faciles, etc. Mais aussi vis-à-vis des séances intenses qu'ils trouvent faciles. Et ça se voit énormément pour justement aller chercher, ce que tu as dit un petit peu, aller chercher ce pic de forme, on pourrait dire, aller surcharger progressivement l'organisme pour le pousser à s'adapter de la meilleure des façons. Tous les utilisateurs de campus le voient. Les premières séances, elles sont faciles parce que les dernières sont difficiles. Je te prends des exemples de séances un peu sorties du chapeau, mais on pourrait vous mettre des 10 x 400 toute l'année. Ça fonctionnerait beaucoup moins bien que justement cette progressivité de commencer avec des séances très simples, passer à un moment à 10 x 400 sur la progression et finir sur des séances beaucoup plus difficiles. Et c'est ça qui va vraiment provoquer cette adaptation du corps, son amélioration de ses capacités de récupération et cette augmentation en ligne de compte, parce que c'est ce qui nous intéresse, de la condition physique. Donc c'est cette progressivité à chaque étape, sur le volume, sur les sorties longues, sur les sorties intenses, etc., qui provoque un petit peu ce pic de forme, comme tu pourrais dire. C'est très empirique comme concept, mais on prend parce que c'est très répandu. Exactement. Est-ce que tu veux nous parler du dernier point? Parce que, comme tu as parlé tout à l'heure d'analyse de saison et tu as parlé de renforcement et que c'est extrêmement lié, et pour moi, on va finir sur ce dernier point parce que c'est peut-être le plus essentiel. Quelle est la dernière chose à faire pour bien débuter la saison, Nico? Eh bien, le renforcement. Mais il y a un point qui est intéressant, c'est que souvent on parle de PPG, on l'a sur le campus, le renforcement général qui est bénéfique à tous les coureurs. C'est ça, c'est juste être athlétique, genre un renforcement athlétique. Enfin, renforcement exactement. Athlétique. Mais il y a aussi le renforcement qui est spécifique à nous, en fait, à ce qui a pu nous arriver dans le passé et aux douleurs que j'évoquais tout à l'heure. On parlait de ma petite aponévrose, de ma fascite plantaire. Bon, ça, je sais que pour moi, ou mon bas du dos, c'est quelque chose qui est à surveiller et qui sera toujours à surveiller. En fait, je ne pourrais pas y couper. Et dès le début de la saison, avant même d'être dans des semaines difficiles, il faut reprendre. En fait, il ne faudrait jamais les arrêter. Je dis il faut reprendre déjà. Il y a un petit... on le sait, tout le monde arrête à un moment. Il n'y a personne qui fait 52 semaines de renforcement spécifique à ces douleurs qui est parfait. Donc, n'ayez pas peur, ce n'est pas votre cas. Je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Mais quand on reprend, il faut reprendre tout de suite ces exercices-là que votre kiné vous a donné la majeure partie du temps ou que vous avez trouvé vous-même et qui fonctionne. Ça peut être le cas aussi, mais dans tous les cas, si vous avez une recette qui vous a permis de limiter une douleur, de la faire baisser ou en tout cas de courir avec, faites les exercices le plus rapidement possible. Parce qu'au début, ça va bien aller. Vous allez avoir un volume qui va être bas, l'intensité va être relativement basse aussi. Et les douleurs, elles vont venir quand le volume va augmenter. Et c'est jamais trop tard pour reprendre. Mais si on emmagasine un petit peu ce renforcement-là, on va pouvoir retarder au maximum le moment où les petites douleurs arrivent et on sera plus capable de les supporter. Moi, j'en parlais. J'ai des petits signaux légers de fascite plantaire, mais c'est 0,5 sur 10 en termes de douleur. C'est juste que je les connais tellement que quand ça revient, je le sais. Et mon renfo, je l'ai commencé mi-juillet quand j'ai repris tranquillement, quand mon genou m'a permis de faire 2-3 exercices. Comme la fascite plantaire, c'est des extensions de mollets, on n'a pas besoin du genou, presque. Donc j'ai pu quand même commencer à le retravailler. Et je suis bien content de l'avoir fait parce que peut-être que si je ne l'avais pas fait, j'aurais commencé à sentir ça début août, mi-août, je ne sais pas. Mais tout ce qu'on peut prendre en début de prépa, il faut le prendre parce que c'est ce qui pourrait nous handicaper sur la suite si on ne le fait pas. La PPG, la PPG, comme on pourrait le dire, c'est-à-dire des exercices très éloignés plus ou moins, d'un mouvement de course à pied, parce que
Le premier réflexe qu'on veut avoir quand on fait du renforcement, c'est de dire il faut que je mimique les mouvements de la course à pied pour me rapprocher, etc. Ce qui est instinctif, mais pas forcément le plus optimal. Parce que justement, par ces mouvements-là, le but, c'est d'améliorer nos qualités athlétiques. Tout à l'heure, j'ai pas de préparation athlétique, mais c'est plutôt une préparation générale pour améliorer nos qualités athlétiques, savoir s'accroupir, savoir être fort dans plein de patterns de mouvements, etc. pour justement être en bonne santé. Et un coureur en bonne santé, polyvalent dans ses mouvements et dans sa force, est forcément quelqu'un de performant à son niveau en tout cas. Donc ça, c'est une première chose, mais tu l'as bien dit. euh, le but d'avoir mal quelque part dans sa vie, c'est que normalement, vous avez une démarche active vis-à-vis de ça et que cette première douleur vous a permis d'exploiter différents protocoles, différents exercices, des choses qui ont fonctionné pour vous et qui vous permettent de faire diminuer la douleur. Et c'est justement ces exercices-là qu'il faut en priorité remettre dès le début de la saison parce que c'est ceux-là qui risquent de vous manquer une fois qu'elle aura repris et que potentiellement les anciennes douleurs vont pouvoir réapparaître parce que l'une des choses qui prédispose le plus à avoir mal à un endroit, c'est d'avoir déjà eu mal à cet endroit-là auparavant. Parce que c'est un peu comme une chaîne et un maillon. C'est un peu comme une chaîne. C'est toujours le maillon le plus faible qui pète. Et en fait, chez les gens, le maillon le plus faible est toujours au même endroit. Donc, on pourrait estimer chez toi, Nico, que ton maillon le plus faible, c'est voûte plantaire, mal au dos. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir une surcharge, un surmenage, quelque chose, c'est ce maillon-là qui va commencer à te titiller. Donc, ça, c'est la première chose vis-à-vis des protocoles. Et j'avais une chose à rajouter. Oui, vis-à-vis du fait de la rajouter. Pourquoi est-ce que en début de saison, on prend le temps d'en parler? Parce que comme le volume est bas euh, et que vos capacités de récupération sont en général plus élevées que la charge d'entraînement qui vous est imposée à ce moment-là, euh, rajouter en plus de des mouvements de renforcement, vous avez largement les capacités de récupération de les assimiler. Le problème de rajouter du renforcement en cours de saison, c'est que vous êtes déjà beaucoup plus dans une zone où votre corps est, on va dire, sur une bonne zone d'assimilation. Il ne pourrait pas rajouter une séance sans se blesser, il ne pourrait pas faire trop de choses. Voilà, il est dans une bonne zone où il assimile tout ce qu'on lui donne et ça se passe bien comme ça. Le problème en milieu de saison de rajouter une vraie séance de renforcement telle quelle, de but en blanc sans introduction, c'est qu'en fait, on augmente la charge et donc on augmente la chance de blessure. Ce qui peut paraître paradoxal parce qu'en prévention, au milieu d'une saison, on peut se dire je vais rajouter des exercices comme ça va prévenir une blessure et on peut en provoquer une parce que un tendon d'Achille qui va être sollicité 3 fois dans la semaine, tout d'un coup, il va être sollicité 5 et en plus les 2 fois supplémentaires avec des charges élevées, des sollicitations sur des modes de contraction dont il n'a pas forcément l'habitude. Donc c'est pour ça que le début de saison, c'est quand même assez intéressant de commencer à prendre les bons réflexes tout de suite parce que on met un peu toutes les chances de son côté. Et souvent, on entend des entraîneurs dire ouais, le renforcement, ça se fait pas en plus, ça se fait à la place. Je suis pas totalement d'accord. Si ça se fait à la place, à partir du moment où on peut pas l'assimiler en plus. Mais si c'est fait de manière progressive, normalement, ça doit tendre à être en plus de notre préparation course à pied. Un petit peu. Voilà, je pense que là, j'ai reparcouru les petits points dont je voulais parler sur ça. Et écoute, Nico, on a réussi à rattraper notre retard. Nickel. Je pense qu'on peut peut-être prendre quelques petites questions ou alors juste avec quelque chose à rajouter sur ce point-là. Non, non, moi ça me semble complet. J'allais juste dire, si je reprends mon cas, pourquoi c'est aujourd'hui que je vous parle que j'ai commencé à ressentir très gentiment la petite douleur, parce que hier était peut-être la plus grosse, enfin une grosse journée d'entraînement, la première, on va dire, depuis le début de la prépa. Et c'est logique. J'ai envie de dire, j'ai pas été étonné. Et cette douleur, ça a été ce matin en me levant du lit, qui a disparu après. Donc, c'est les premiers signes, mais il faut aussi un petit peu écouter tout ça. Je reviens à ce conseil de base qu'on donne souvent, mais écoutez votre corps. En général, il vous dit ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, s'il y a des ajustements à faire, ne mettez pas des œillères dessus et faites-le rapidement. Et dans tous les cas, si vous avez une douleur que vous ne comprenez pas, allez voir votre kiné et essayez de la comprendre, parce que lui, il pourra vous dire quel exercice en particulier pourra vous aider. Et voilà, une fois que vous avez ça, il n'y a plus qu'à l'appliquer. Quelques minutes par jour suffisent, donc faites-le. Exactement. Surtout sur ce qui est du volet anti-douleur.
prévention de blessures, c'est vraiment des petites routines qu'il faut mettre en place. Alors, j'ai plus accès au pseudo parce qu'on a lancé un sondage et que sur mon OBS, je n'ai plus accès au pseudo. Mais en tout cas, quelqu'un qui disait que pour elle, le renforcement, c'était avec ses enfants, etc. Enfin, ça, c'est vraiment des bonnes habitudes à mettre en place, quoi. En plus, enfin, ça pousse l'activité physique aux enfants, et ce qui est quand même une chose très intéressante pour leur avenir, de manière générale. Pour Puis des... c'est ce que je disais avec Cyril. Il me demandait la mobilité, ça marche aussi. Ça dépend de ce qu'on a, enfin, ça dépend de chacun, hein, mais moi, je sais que c'est quelque chose qui aide. Ça me prend 5 minutes dans la journée, je le fais au réveil, emballer, c'est peser. Et dans tous les cas, ça fait pas de mal. Donc j'ai ma petite routine que j'ai un peu laissé tomber pendant les vacances. J'ai mis un peu de mal à la reprendre, comme toujours, hein. Une routine, si on le fait tous les jours, c'est simple. Mais au moment de la reprendre, eh ben, il faut qu'on se remette dedans. Donc le meilleur moyen de ne pas que justement ça soit une routine, c'est de le faire tous les jours sans se poser la question, et après ça peut rouler comme ça. Donc là, pour toi, là, dans les semaines à venir, tu as ta petite routine que tu as remis en place. Et normalement, ça va t'accompagner jusqu'en décembre. Et bah, tu sais quoi, au prochain Campus Talk, on prendra des nouvelles. On demandera des comptes. On va demander à afficher le Strava et le Training Peaks pour voir si la petite routine a bien été effectuée. On compte sur tous les Voilà. spectateurs pour, pour le rappeler à l'ordre. Je mets le renfort, mais je suis pas jusqu'à mettre mon 5 minutes de mobilité sur Strava pour polluer le feed de tout le monde chaque jour avec un truc insignifiant. Mais j'ai mon petit calendrier avec que je pourrais reprendre. Je le faisais avant là, mais il faut que je reprenne ça, le petit calendrier où tu mets juste une coche dessus. Et comme ça, si tu l'as pas fait, tu le vois après et tu te dis, c'est toujours bien de s'engager sur quelque chose de concret. Moi, j'aime bien ça. Exactement. Il y a une petite question du Audi qui dit Nico, combien de semaines dans ton cas pour une reprise progressive? Parce que c'est vrai qu'on parle de progressivité, etc. Mais je pense que c'est peut-être bien de donner un ordre d'idée aux gens de combien de temps ça prend avant de justement refaire cette première séance, t'as dit, un peu plus euh, qui ressemble à une vraie séance, à une vraie journée d'entraînement, on va dire. Bah, ça dépend toujours d'où on s'arrête au final. Moi, si je prends mon exemple, j'ai eu 2 semaines et demie avec 0 course et même 0 mobilité de la jambe gauche pendant 10 jours. Donc, c'est quand même très différent de quelqu'un qui aurait juste pris une petite semaine de récup après un semi et qui n'a pas trop perdu et son corps est encore en bon état. Mais de toute façon, on le voit sur le campus. Si on prend typiquement le plan reprise, c'est un petit 4 semaines. Un petit 4 semaines progressif, principalement du footing, avec une augmentation progressive du volume. Si on a le temps, c'est l'idéal. Et si on prend un plan compétition sur le campus, on a le choix de prendre ou pas cette reprise progressive. Et si vous la prenez, vous allez avoir un petit 4 semaines de footing. Et si vous la prenez pas, bon, comme on le disait de tout à l'heure, dans tous les cas, on y va progressivement pour vous parce qu'on pense que c'est important de le faire. Donc, ça va pas repartir pleine balle non plus en semaine 1. Voilà, je pense que ça répond bien à la question. Ouais, c'est intéressant parce que la notion de reprise, elle est parfois. Tu peux reprendre des intensités sans que ça soit en fait Hmm. une intensité de travail, parce que tu as réintégré l'intensité aussi progressivement. Et c'est ce qui est. Et c'est aussi toute cette notion de ainsi que ça commence progressivement, parce que justement, tu réintroduis les choses de façon progressive pour laisser à ton corps à la fois le temps de s'adapter au volume et de s'adapter aux intensités. En fait, Ouais. c'est là Hmm. où il faut vraiment porter toute son attention, parce que il y a tellement de choses sur lesquelles il faut être progressive qu'il faut jamais en négliger un vis-à-vis des autres. Et on a souvent tendance à dire, bon, j'ai tellement été progressif vis-à-vis du volume, ce qui pourrait être ton cas, que je vais sauter les étapes sur les fractionnés, je vais tout de suite aller dans le vif du sujet, etc. Bien que sur des profils comme le tien, avec beaucoup d'expérience, qui a déjà accumulé beaucoup de volume et qui a aussi des objectifs assez importants, on peut se permettre d'être un peu plus taquin parce qu'il y a cette expérience, il y a ces 20 années de course à pied derrière qui servent quand même à quelque chose et qui ne sont pas à négliger. Hmm. La règle des 5-10% d'augmentation par semaine sur une reprise, on regarde un peu moins regardant sur un profil comme le tien.
Je vais prendre une dernière question parce qu'elle se répond très rapidement. Celle de Ben qui dit: est-ce pertinent de doubler les séances pour rattraper les séances en retard? Non, on ne rattrape pas les séances en retard. Jamais. Dans tous les cas, bah voilà, Light Wellness qui répond justement: perdu, c'est perdu. On focus sur le futur. Et rattraper, ça ne marche pas. Le corps ne fonctionne pas comme ça. Même si on voudrait, malheureusement, c'est pas possible. Ouais, il y a différentes notions de rattraper, quoi. Si ta seule solution pour rattraper, c'est de doubler, oui, c'est une très très mauvaise idée. Ou alors, moi, je vois souvent le oh, j'ai été ultra pris lundi, mardi, mercredi, j'ai 4 semaines et je fais jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est bien parce que vous n'avez pas failli, mais il faut pas que ça soit genre toutes les semaines, 3 semaines, 3 jours récup, enfin, dans l'optimal, évidemment. Après, on fait un peu comme on peut. Mais ouais, souvent, je dis, pour éviter ces choses-là, commencez votre semaine dès le lundi, calez un entraînement lundi. Comme ça, si jamais vous devez redécaler des séances, vous avez plus de possibilités. Parce que si vous entraînez 5 fois et que vous commencez à courir mercredi, bah, faut pas rater de séance parce qu'en effet, sinon c'est perdu. Est-ce que tu... Ouais, je n'ai plus accès aux questions en fait parce qu'il y a le sondage, donc je ne vois que des questions qui ont été, que des messages qui ont été posés, qui ont été Non, mais posés je bien pense avant. qu'on a fait le tour, hein. De toute manière, moi aussi, il me manque une partie des questions. Ah, ok. Euh, Eh on ben va s'en écoute, mon garder petit de toute Nico, manière pour le mois prochain, hein, parce qu'on bah, revient, c'est hein. pas Le perdu, Campus hein. Talk, c'est tous les mois. Exact. Et puis de toute façon, toi, tu réponds aux questions des gens, je sais plus trop quand, mais bientôt sur un Q&A sur Circle, où là, C'est pour ça. le coup, bah, c'est dédié aux questions des gens. Donc, Donc, si vous êtes abonné au campus et que vous avez des questions très spécifiques, là, on répond directement. On passe 1 heure à répondre uniquement à vos questions. Et c'est 1 fois par mois sur la communauté. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. En plus, vous êtes une cinquantaine. Donc, on a moyen de répondre aux questions de chacun. En général, on n'en loupe pas. Donc, c'est bon enfant. C'est en petit groupe. C'est parfait. exactement. Voilà. Et ben écoute, mon petit Nico, une nouvelle saison sportive calée sur le calendrier scolaire qui nous attend. Je sais pas c'est la combienième avec Campus, mais bientôt au quatrième, non? Quelque chose comme ça. Donc bah, ça nous fait plaisir d'entamer cette quatrième saison avec vous. Donc bah, écoutez, pour ceux qui ont une course en octobre, Bonne bon prépa. courage à vous. Bonne fin de prépa. Là, normalement, vous êtes dans le cœur du projet. C'est le moment le plus palpitant, donc normalement, c'est là où vous prenez le plus de plaisir. Donc bon courage. Bon courage pour vos grosses séances, bon courage pour vos grosses sorties longues si vous en avez. Et pour tous les autres qui Yes. redébutent, et bah, j'espère que ce live vous aura été utile, que vous allez pouvoir prendre ces quelques conseils dans votre besace et les appliquer bah, pour améliorer votre entraînement. Voilà. Donc mon petit Nico, je te souhaite une bonne après-midi pour toi, Ouais. tant que Puis, tu n'es toujours pas en France. bonne soirée à tous. Exactement. Et bonne soirée à tout le monde. Et on se dit au mois prochain pour le prochain Campus Talk. Ça marche. Allez, salut tout le monde.